Bonjour, bonjour. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tous. On va laisser un peu le temps à tout le monde de se connecter et on va commencer dans les 5 minutes. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien, peut-être en tapant un message sur le chat pour qu'on s'assure juste que le son est OK? Ah, ça a l'air d'être bon. On voit des bonjours. Ah OK, super. On nous entend bien. Parfait, excellent. Ça vous laisse le temps à tous de prendre un petit café avant de suivre le webinaire. Peut-être pour ceux qui se connectent, je leur dis le démarrage en 10h03. On va commencer dans 3 minutes. Pour ceux qui viennent de se connecter, pour information, bienvenue. Je pense que quand il y en a 20 sur 200, on y va. Il y en a 18. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on va commencer dans On quelques commence secondes. dans une minute, ouais, parce qu'on a déjà pas mal de participants, donc on va pouvoir entamer. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. On est ravis de pouvoir compter sur votre présence pour ce webinaire à distance. Évidemment, le but, comme vous l'avez vu dans les inscriptions, etc., c'est aujourd'hui de parler de l'évolution de la réglementation PRIPS. Pour ma part, je suis Xavier, je suis manager au sein des équipes Seabird et du coup, je vais animer cet événement aujourd'hui. Donc, nous allons pouvoir aborder ce sujet essentiel pour l'ensemble des acteurs financiers, à savoir l'évolution et surtout les impacts qu'ont pu avoir les différentes phases de déploiement de la réglementation PRIPS, du coup, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, et quid de ce qu'il va en être, plus tard. Et pour en parler, nous avons autour de la table 2 experts. Commençons, comme c'est dû par les femmes. Et Mathilde, je te laisse te présenter à tous nos participants. Bonjour à tous, bienvenue. Donc Mathilde Descourtiers, moi je suis directrice générale déléguée du cabinet Seabird. Et ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille sur les sujets épargne au sens large, à destination principalement des marchés retail. Et donc c'est pour ça que Neoxam nous a proposé de participer à ce webinaire et on est ravis de co-animer donc avec cet éditeur qu'on connaît bien. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Julien Dumont, donc je suis directeur produit à Neoxam. Je m'occupe particulièrement, et vous le verrez un peu plus tard, des logiciels réglementaires qui permettent donc à nos clients de réaliser leurs différents reporting, qu'ils soient clients ou qu'ils soient réglementaires, comme les KID et les EPT dont nous allons parler.
Exactement. Merci beaucoup à tous les deux d'être présents aujourd'hui pour discuter de ce sujet. Nous allons pouvoir commencer du coup le tour d'horizon de toutes ces réglementations PRIPS, mais tout d'abord en mots un peu d'introduction et de contexte. On sait que c'est un vrai serpent de mer, une vraie arlésienne de la conformité. On a aujourd'hui beaucoup d'expressions pour parler de cette réglementation de PRIPS qui finalement fait beaucoup de bruit, sans jamais, on a l'impression, atteindre la maturité nécessaire pour une application vraiment fluide aujourd'hui de l'ensemble des acteurs. On a l'impression que cette réglementation, bien que logique sur le fond, finalement, génère beaucoup de complexité dans son déploiement sur la forme. Et donc, avant de redescendre toute notre revue des principales périodes et des temps forts de la réglementation, Mathilde, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce que c'est la réglementation de PRIPS et quel était l'objectif de sa mise en place, s'il vous plaît? Alors effectivement, le terme de serpent de mer ou de fil rouge est plutôt adapté parce que PRIPS, c'est tout sauf nouveau. Le point de départ, entre guillemets, sur le marché, c'est 2014. Et le but, c'était de fournir aux investisseurs de détail des informations claires et comparables, surtout, sur les produits financiers dits packagés. En fait, en crystal clear, c'était d'être capable de fournir des informations transparisées, notamment au regard des performances espérées, du niveau de risque et des coûts associés aux lignes d'investissement présentes dans des portefeuilles retail. Et ce, à travers un document que tout le monde connaît évidemment, qui est le fameux KID, le Key Information Document. Et donc, ce KID, il permettait justement de présenter à la fois les risques, les coûts, les performances et les caractéristiques dites essentielles d'un produit financier. Et dès le départ, dès 2014, finalement, le calcul de ces scénarios de performance et la capacité à restituer les coûts de manière transparente a généré déjà de gros pain points opérationnels et des risques juridiques embarqués parce que comme les méthodes n'étaient pas parfaitement harmonisées ni parfaitement maîtrisées, le but principal quand même de la conformité, c'était de s'assurer de se couvrir en fait contre un risque de défaut d'information ou d'information escamotée. Et donc on a vécu en 2014, 2015, 2016 jusqu'à finalement la publication des RTS en 2017. Des tâtonnements quant à la manière en fait dont chacun présentait ses scénarios de performance et les coûts associés et donc la valeur nette derrière. Donc ça a été, je dirais, les premières problématiques posées par la réglementation de PRIPS. Tout à fait, merci. Et en plus de ça, sur les années que tu viens de mentionner, évidemment, il y a de plus en plus de recherches de la part des asset managers d'optimisation de leurs marges. Et du coup, évidemment, outre le développement de la collecte, l'autre pendant, c'est clairement de se délester certaines fonctions qui peuvent être moins centrales, comme le réglementaire. Et les études justement récentes nous apprennent que 3/4 des acteurs de la gestion d'actifs sont prêts à passer justement sur un prestataire externe, qu'il soit asset manager ou asset serviceur, pour les besoins réglementaires. Donc, on sent vraiment que le marché a besoin de se faire accompagner là-dessus. Julien, vous qui justement représentez aujourd'hui un éditeur indépendant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces principaux enjeux et comment Neoxam a pu y apporter des éléments de réponse? Oui, merci Xavier. Donc effectivement, cette réglementation récente illustre parfaitement les défis qui sont liés à la mise en place de nouvelles exigences. Elle se traduit non seulement par la nécessité de créer, de produire des nouveaux reporting tels que l'EPT, le MT liquide, mais ça impacte également l'ensemble de la chaîne de valeur. En effet, comme on le verra un peu plus tard avec Mathilde, avec la mise en œuvre des Arrival Prices, les fournisseurs de données sont directement concernés, ce qui va engendrer des coûts et des complexités supplémentaires. Par ailleurs, cette réglementation, elle a entraîné des réorganisations internes importantes, obligeant notamment les départements comptabilité et risque à collaborer plus étroitement, alors qu'ils ont des objectifs différents. Elle a également redessiné les relations entre les clients comme les gestionnaires d'actifs et leurs prestataires, qu'il s'agisse de l'asset servicing, qui offre les solutions de back-office, mais aussi les éditeurs de logiciels, qui proposent des solutions dorénavant SaaS ou VPO, ou encore, il ne faut pas oublier le rôle essentiel des sociétés de traduction, puisqu'on parle de documents qui vont devoir être traduits dans différentes langues de l'Union européenne. Et tout cela s'inscrit dans le cadre d'une réforme qui, comme beaucoup de sujets réglementaires, a suscité son lot d'interprétations et a entraîné un cycle de révision successives
multipliant ainsi les coûts liés aux problématiques de mise en œuvre opérationnelle. D'accord, merci. Donc objectif simple mais mise en œuvre compliquée, c'est clairement le contexte qu'on peut garder en tête avant d'attaquer notre frise chronologique qui marque les différentes étapes d'évolution de cette réglementation et du coup de pouvoir zoomer finalement à chacune des grandes évolutions, des grands temps forts de la réglementation sur les difficultés que ça a pu soulever et les manières dont chacun a pu les appréhender. Commençons avec le premier jalon de 2018 à 2022 qui marque, comme tu disais Mathilde, l'adoption des RTS de mars 2017. Quels changements justement Mathilde, tu vois, quels changements majeurs qui ont rendu finalement cette phase cruciale? Alors, il y a eu effectivement la publication des RTS en 2017 qui n'a pas été extrêmement bien reçue par le marché. Il y a eu beaucoup de contestations, notamment au regard, comme je le disais tout à l'heure, de la capacité à fournir des calculs de performance précis. Et au contraire de ça, ils étaient plutôt jugés trompeurs en fait pour les investisseurs. Et donc, on a modifié le fameux kit PRIPS qui est devenu le kit UCITS. En passant du fameux SRRI au SRI. Donc, c'est pas juste une affaire de lettres, c'est aussi une affaire derrière de méthodologie de calcul et de pondération des risques marché-crédit. Et donc, en 2020, l'ESMA propose une nouvelle révision du cadre, donc sur les fameux scénarios de performance, parce qu'ils étaient jugés, au-delà d'être trompeurs, ils étaient jugés trop optimistes, en fait, in fine, de manière calculatoire, en fait, la méthode de calcul engendrait cet excès d'optimisme. Et donc, en 2020, l'ESMA se saisit du sujet. Et du coup, évidemment, tout le marché doit découvrir, et ce, par ailleurs, avec une nouvelle modification en 2022, les nouvelles méthodes de calcul et les asset managers, donc, se voient dans l'obligation d'appliquer cette réglementation et cette directive UCITS, du coup, qui couvre les fonds d'investissement européens. Donc là, on commence à avoir un scope aussi géographique qui se dessine. Et donc, c'est véritablement à partir de là, en fait, qu'on a une mise en branle côté marché et principalement côté asset manager, évidemment, pour se mettre en conformité vis-à-vis à la fois de cette capacité à fournir les scénarios de performance, à transpariser les frais de transaction, avec l'ensemble des problématiques que ça pose, évidemment. Et donc, on a dû modifier, et on a dû être modifié chez les acteurs, à la fois les architectures informatiques, les processus internes, mais aussi les ratios au sein des équipes pour être capable de faire circuler, en fait, ces informations à différents niveaux de la chaîne pour, in fine, se retrouver dans ce document du kit UCITS. Avec donc ce focus sur la capacité à calculer les performances, le SRI, et définir les nouveaux niveaux d'approbation au sein des équipes du coup juridiques, conformité et gestion des risques au regard donc des produits en gamme et ou à venir. Donc c'est devenu aussi un élément non pas seulement de reporting réglementaire ex post, mais aussi en amont lors de la conception des produits et des choix de stratégie de distribution, donc avec un impact évidemment très fort sur la chaîne de production des asset managers. Donc ça, c'est pour cette première partie, donc avec 3 grands jalons, 2017, 2020, 2022. Très clair, merci beaucoup. Julien, de ton côté, comment est-ce que Neoxam s'est adapté au changement dont on parlait Mathilde? Donc c'est sur cette première période qui était l'introduction et le début de l'application de PRIPS, c'était notamment la prise en compte des frais de transaction qui a été une vraie nouveauté significative, puisque ça nécessitait en fait un traitement extra-comptable des frais liés au marché. Par ailleurs, la méthodologie ex ante appliquée au calcul des frais, des performances et du SRI, comme parlait Mathilde, a ajouté une complexité supplémentaire puisqu'elle combinait des données comptables avec des informations qui initialement n'étaient pas destinées à cet usage. Et comme c'est souvent le cas avec toute nouvelle réglementation, il y a eu des problématiques d'interprétation, ce qui a créé des ambiguïtés et ont freiné une harmonisation totale des pratiques. Cela a engendré des coûts, notamment au niveau des gestionnaires d'actifs qui commercialisaient leurs produits partout en Europe, car ils devaient en fait naviguer entre différentes interprétations nationales. Et face à ces défis, les éditeurs de solutions logicielles ont joué un rôle clé puisque leur objectif, c'est de proposer des logiciels standards, enfin aussi standards que possible, on va dire,
mais toutefois avec un socle réglementaire commun, mais la nécessité de traiter justement ces spécificités locales. Et c'est cette tâche qui s'avère également complexe. Nous, d'un point de vue Oxam, si les frais classiques pouvaient être traités de manière conventionnelle, c'est vraiment les nouvelles méthodes introduites par PRIPS qui ont mis à l'épreuve les modèles existants et qui nécessitaient d'avoir une collaboration étroite avec les acteurs du marché pour réussir. Et c'est dans ce contexte que nous, on s'est pleinement investi. On a rapidement trouvé à l'époque notre place en participant activement aux réunions de place, tant au sein d'associations professionnelles comme l'AFG qu'auprès de nos grands partenaires et clients. Et au-delà de notre simple présence, on a apporté une contribution significative. À l'époque, le principal impact qui nous concernait touchait notre monteur comptable GP qui équipe une grande partie des acteurs français et européens. Et nous nous sommes donc attelés à traiter la partie des frais. Et donc, malgré la complexité sur la partie ex-ante, on a su faire preuve de pragmatisme et on a su accompagner nos clients avec succès pour traiter cette réforme. Et c'est durant cette période aussi qu'on a entrepris des transformations majeures. Premièrement, pour la gestion des frais, en constatant qu'ils étaient requis dans plusieurs reportings différents, nous avons vu l'opportunité de lancer un projet afin de centraliser cette gestion. Et pour ceux qui nous connaissent, ça a été l'apparition du module Calfi sur GP. Et deuxièmement, nous avons réalisé qu'à l'époque, il était nécessaire de développer une solution spécialisée pour le reporting, capable de couvrir des besoins qui va donc au-delà des données comptables, en intégrant notamment des fonctionnalités spécialisées orientées reporting. D'autant plus qu'on faisait déjà du reporting au travers de nos différents produits, GP, mais également les produits de gestion de portefeuille, Tico Tracker, et ainsi de suite. Et déjà, à cette époque, il fallait produire liquide, mais également les EPT et le MT pour Findatex. Donc, en somme, les éditeurs de logiciels ont joué un rôle essentiel, qui ont aidé les acteurs du marché à naviguer dans ce paysage complexe, et eux-mêmes ont dû s'adapter. Et chez Neoxam, nous sommes assez fiers du travail qu'on a accompli à l'époque, mais on va voir que ce n'est pas terminé sur les périodes qui vont suivre. Merci Julien, merci Mathilde. Effectivement, on est loin d'avoir fini l'historique. Merci pour ces éclairages sur cette première page de l'histoire de PRIPS. On comprend qu'effectivement, avec des débuts quand même difficiles, étant donné la complexité et les défis qu'il y a pu y avoir sur les calculs, sur le coût, sur les reporting, on a quand même constaté une harmonisation progressive, mais finalement, grâce à des efforts conjoints de tous les acteurs de marché et des solutions innovantes comme Neoxam, et finalement une nécessité de proximité entre les acteurs de place. Si justement on passe sur notre deuxième chapitre de l'histoire, cette fois Mathilde, à quoi on fait face après 2022 ? Oui, c'est exactement ça, c'est le deuxième chapitre de l'histoire et le livre est loin d'être terminé. Donc, effectivement, après la première phase, et comme l'expliquait Julien, je pense que chacun des acteurs s'est un peu auto-congratulé de ce que finalement on avait réussi à tous mettre en ordre de marche pour répondre aux premières exigences et à ces premiers changements autour du key UCITS. Et finalement, c'était sans connaître la phase 2, donc avec la revue des scénarios de performance, notamment pour les fonds dits de catégorie 2, qui représentent l'immense majorité des fonds en réalité, ainsi que le calcul des frais et leur mode d'expression dans les fameux petits tableaux de détail, là, qui évidemment sont inconnus pour personne, et qui n'ont plus la même granularité d'expression aujourd'hui. Donc il a fallu modifier aussi toute cette partie-là qui avait déjà été un peu compliquée à mettre en place. Et par ailleurs, on a vu aussi naître l'introduction des frameworks de performance passée, donc des past performance, avec une évolution des templates associés. Et donc, ces trois grandes modifications finalement correspondent à l'ex-nouvelle mouture, je dirais, de PRIPS. Ce qui évidemment a eu des conséquences non négligeables pour l'ensemble des acteurs, une nouvelle fois, et notamment pour des acteurs qui, comme je le disais tout à l'heure, ont des distributions qui sont multi-pays, donc pas seulement domestiques, parce qu'on a des modes d'expression de ces fameux scénarios de performance sur le calcul des frais notamment,
qui sont différents en fait d'un pays à l'autre. Et donc, quand on a X présentations pour le même fonds selon le pays de distribution cible, c'est vrai qu'évidemment, c'est pas extrêmement efficient en termes de chaîne de production pour les asset managers, et c'est un des irritants principaux encore aujourd'hui. Très clair, merci beaucoup. Je rappelle juste à titre informatif que nous prendrons les questions qui arrivent dans le chat en fin de webinaire. Donc on les garde pour tout à l'heure. Merci Mathilde pour tout ce contexte sur cette deuxième phase. On comprend en plus effectivement que toutes ces évolutions réglementaires se sont inscrites sur cette période-là dans un contexte quand même extrêmement particulier, puisque d'un point de vue économique, vous n'êtes pas sans savoir qu'on navigue à ce moment-là dans un monde post-Covid, post-Brexit, avec l'émergence de la guerre en Ukraine, des événements qui finalement bouleversent et influencent les choix d'investissement et toutes les relations commerciales et les sujets réglementaires. Comment est-ce que vous avez appréhendé cette période-là, Julien ? Et oui, et d'autant plus que sur le plan réglementaire, le SFDR continue de prendre forme après une première phase. On est désormais dans l'ère de la concrétisation de la finance verte, ce qui exige une transparence accrue en termes d'investissement durable, une collecte massive de données ESG et la mobilisation de ressources importantes avec des budgets alloués à des équipes spécialisées. En parallèle, en France, on aborde des réformes de normes comptables sur les OPC et les OPCI portées par les nouveaux règlements de l'ANC. Du côté des kits PRIPS, EMT, EPT, bien que ces documents soient produits, leur adoption généralisée reste partielle en raison des dérogations qui sont accordées jusqu'à début 2023. Et comme l'a souligné Mathilde, ces évolutions entraînent des ajustements importants et résultat, la pression sur le reporting augmente et les coûts s'envolent. Et pour un éditeur, cette dynamique, elle se traduit par des répercussions directes. Les budgets se rétrécissent, tandis que d'autres émergent, les habitudes de travail évoluent, le métier de reporting se professionnalise, on chasse les opérations manuelles, les solutions mises en place se retrouvent rapidement bousculées et nécessitent des adaptations constantes. On parle plus en plus simplement de logiciels. Chez Neoxam, le reporting a pris à ce moment-là un tournant stratégique avec la mise en avant d'une nouvelle plateforme, Neoxam Impress. On faisait déjà du reporting client et on aborde à ce moment-là le reporting réglementaire. La solution Impress pour Prips est née dans cette époque. Elle était initialement conçue pour traiter en partie les frais GP, mais également s'étendre à ce qu'on ne traitait pas avec GP en termes de reporting, c'est-à-dire les performances et les SRI, avec une ambition, c'est de faire du end-to-end. Et dans un marché qui était encore hésitant à basculer entièrement dans du cloud, on a décidé d'avoir une approche hybride, c'est-à-dire de proposer cette plateforme aussi bien on-premise que on-cloud. Et Neoxam Impress, notre philosophie, elle est claire. C'est automatiser et simplifier la production de reporting grâce à des processus efficaces et qui sont fédérés par une approche par workflow, le tout dans une IHM attrayante et disposant des dernières fonctionnalités qu'on peut attendre dans le cadre d'une expérience web enrichie avec des fonctionnalités simples à l'usage. C'est ainsi que notre solution génère les EPT, mais également liquide, comme vous pouvez voir, une petite démo qui tourne en fond d'écran. Notre approche, elle est modulaire. Un module pour gérer les calculs, un module pour gérer les narratifs et les traductions, et un module pour gérer tout ce qui est templating. Sans oublier des tableaux de bord pour le suivi des changements matériels, afin de détecter quand un KID doit être reproduit. Enfin, un KID étant destiné à la diffusion, nous abordons cet aspect avec ambition. On s'est inspiré de notre expérience passée et nous avons investi dans un service de dissémination flexible et robuste qui a vocation à être transverse et va au-delà des besoins de reporting, soutenu par des SLA et un monitoring rigoureux, ce qui garantit une production fluide et un suivi fiable. Donc là, c'est ce que vous pouvez voir en dernier, avec notamment la capacité de gérer des opérations sur vos documents avant de les envoyer à vos destinataires de façon totalement sécurisée. Voilà. Très bien.
Merci beaucoup Julien, merci Mathilde. Si je résume un peu cette phase qui finalement est assez impactante dans l'histoire, il y a quand même énormément d'évolutions majeures, vous l'avez dit, le refonte des calculs, l'adoption partielle des kits privs, le PT, le MT, la pression croissante sur le reporting réglementaire, évidemment amplifiée aussi par toute la gestion ESG du SFDR et des réformes comptables, beaucoup de bouleversements au niveau des acteurs qui finalement constatent une hausse des coûts et énormément de disparités opérationnelles entre les pays et qui ont donc besoin d'une automatisation accrue et d'un accompagnement en tout cas d'outils avec une solution modulaire qui peut du coup s'adapter aux ambitions et aux objectifs. Grosse partie sur cette deuxième phase. Si on se projette maintenant un petit peu dans l'avenir, quid Mathilde de ce qui est censé arriver? Alors, ce qui arrive là au 1er janvier 2025, c'est le fameux modèle Full PRIPS. Alors là encore, qui se traduit en différents impacts. Le premier, c'est une nouvelle fois la méthode de calcul qui évolue et qui là aussi cause mécaniquement, parce que la formule mathématique fait cause mécaniquement un gonflement des frais, donc avec toutes les conséquences qu'on imagine, notamment dans un contexte réglementaire évoqué précédemment par Julien et Xavier, et principalement le contexte value for money pour la distribution en UC. Par ailleurs, on a quand même depuis finalement l'introduction de PRIPS vu une véritable modification des offres patrimoniales qui sont quand même aujourd'hui composées de classes d'actifs beaucoup plus hétérogènes qu'elles l'étaient il y a 10 ans, avec l'introduction de beaucoup de supports soit non cotés ou en tout cas OTC. Donc on a là aussi un peu un vide sur la couverture et on a pour le coup peu d'acteurs, voire pas d'acteurs qui sont capables de récupérer l'intégralité des données nécessaires à la diffusion des indicateurs souhaités du coup dans ces documents PRIPS. Et par ailleurs, au-delà d'être capable de récupérer effectivement l'ensemble des frais et de construire les scénarios de performance, il y a tout le sujet de l'intégration aussi, comme le disait Julien, de toutes les données qui ont trait à l'ESG, donc dans le cadre de SFDR, mais plus globalement dans toutes les réformes que l'on connaît autour de l'ISR aujourd'hui. Et cette nouvelle mouture de PRIPS, elle vise à introduire en fait ces nouvelles données. On connaissait le format du document PRIPS sur les fameuses 3 pages. Le but était qu'il reste au départ originellement digeste et facilement distribuable en amont de la vente. Si on doit ajouter demain tout un tas de nouvelles informations et générer des explications qui vont avec, il est possible que ce format soit revu. C'est pas encore porté dans la réglementation comme matrice d'impact. Enfin, il paraît quand même compliqué de rester sur un format light à mesure qu'on décide d'ajouter des informations supplémentaires. C'est clair. Et du coup, comment est-ce que vous abordez ce tournant décisif de l'avenir, Julien? Alors oui, effectivement, comme l'a rappelé Mathilde, dans quelques semaines, on est en application de PRIPS avec une couverture complète. Pour nous, les éditeurs, la pression sur ce sujet, elle est montée en flèche. Alors pourquoi? Parce que comme l'a dit Mathilde, elle touche à une problématique essentielle, c'est celle de la donnée. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on propose des services de production réglementaires. Et pourtant, le sujet des arrival prices, c'est pas une surprise, il existait depuis le début, nous savions qu'il arriverait. Mais dans le contexte dont tu parlais tout à l'heure, économique, qui s'est passé, beaucoup d'acteurs se retrouvent aujourd'hui un peu justes et donc comptent sur les éditeurs pour proposer des solutions et traiter ces problématiques. Et là, le sujet, finalement, dépasse largement le cadre du logiciel. On entre vraiment dans une ère où il est question plus de services complets et l'attente aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir plus un service que des solutions software. Faire aujourd'hui un KID, l'attente, c'est de proposer un service complet qui va aller de fournir les arrival prices
pour Prices, pour les transactions, le calcul des coûts, bien entendu, des SRI et des performances, comme on l'a vu, la gestion des traductions également, puisque on sait très bien que certaines langues sont plus verbeuses que d'autres, et le KID reste un exercice de style à respecter sur 3 pages, jusqu'à la transmission des documents aux parties concernées, et sans oublier les mises à jour qui sont obligatoires, puisqu'on doit faire au moins une mise à jour annuelle. Et si on prend un exemple concret, quand il y a une société de gestion qui a 10 fonds avec en moyenne 3-4 parts et qui commercialise ça dans 3-4 pays, si vous faites le calcul, c'est plus de 100 documents qui sont à générer par an, sans compter les EPT. Et si on passe aux volumes qui sont traités par les assets serviceurs, ils sont tout simplement vertigineux. Et c'est là que nous intervenons. Nous, chez Neoxam, on a déjà intégré cette dimension afin de proposer des solutions industrielles. Et sur fond de tout cela, se pose la question du retour sur investissement. 2 facteurs expliquent notamment cette recherche de ROI. Premièrement, des coûts croissants qui sont liés à toutes les évolutions dont on a parlé au cours de ce webinaire. Et deuxièmement, des attentes au niveau des directions opérationnelles qui cherchent à tirer des enseignements des premières années de production. Parce que là, on est à peu près on finit la 2e année où on produit tous des KID et des EPT. Mais cette quête de ROI, elle met notamment en lumière un constat, c'est que les solutions historiques peuvent ne plus suffire. Moi, je pense que initialement, ça a été sous-estimé la complexité de Prips. Il y avait des exigences techniques et fonctionnelles qui se sont révélées bien plus élevées que ce qu'on avait prévu au niveau de la place des éditeurs. Et chez Neoxam, on a pris ces enjeux à bras-le-corps. Nous savons particulièrement qu'avoir en plus une plateforme complète de reporting, c'est pas donné à tous, et que ça demande des investissements importants et des capacités à évoluer en permanence. Et nous savons aussi que la demande va au-delà du logiciel. Et c'est pourquoi nous avons également ouvert nos services en mode SaaS pour Prips. Et ce choix répond à une demande du marché telle que tu l'avais expliqué tout à l'heure par rapport à l'étude qui était faite. Il faut des solutions complètes, flexibles et centrées sur le service. Et notre point de vue, il y a un sujet sur lequel on ne transige pas, c'est que le service doit être transparent. Celui qui consomme le service doit avoir une vue au jour le jour et interagir facilement, de sorte à ce que ce service soit vraiment vu comme une extension naturelle de ce qu'il connaît. Et je serais ravi d'échanger notamment avec chacun des participants qui sont présents et qui assistent ce webinaire, parce que je suis convaincu que côté Neoxam, nous pouvons apporter des réponses adaptées à leurs besoins spécifiques. Alors oui, effectivement, cette période, elle est compliquée, elle est charnière, mais c'est aussi, je trouve, une formidable opportunité pour repenser les outils, moderniser les pratiques et embrasser cette transformation vers des solutions plus digitales où le service devient central. Et nous, chez Neoxam, on est prêt à vous accompagner dans cette transition. D'accord, merci Julien, très clair. Donc, effectivement, une étape clé avec l'application du passage en full Prips en janvier 2025, des évolutions majeures avec des calculs qui gonflent les frais, l'introduction des arrival prices, l'élargissement aux données ESG et évidemment tous les défis liés aux traductions et au volume qui finalement s'intensifient. Donc, beaucoup de changements qui impactent et qui augmentent la pression sur les acteurs, surtout en matière de gestion de données et de ROI, comme tu le disais, et donc finalement la nécessité aujourd'hui d'avoir des solutions complètes et innovantes pour finalement mettre l'utilisateur au centre du service. Et du coup, ça, effectivement, on l'a bien compris. Merci beaucoup. Si on doit finalement se remettre sur l'objectif initial dont j'avais parlé, Mathilde, au début du webinaire, est-ce que finalement la réglementation Prips a réellement amélioré, comme elle le voulait, l'information et la protection des investisseurs d'avatars? Oui, on peut quand même dire que, alors pas Prips tout seul, parce qu'il y a eu tout un corpus de réglementation qui a accompagné Prips dans le domaine de l'assurance. On a DDA qui allait dans le même sens, bancaire, on a MiFID 2, enfin, toutes ces réglementations-là. Maintenant, on a donc la Retail Investment Strategy qui devient le chapeau de tout ça. Elles vont quand même dans le sens de donner effectivement de l'information plus transparente et surtout de permettre à chacun de comparer les offres. Encore une fois, c'était quand même ça, le point principal, c'était finalement de faire devenir de l'épargne une forme de bien
classiques de tous les jours. De la même manière qu'on compare des forfaits de téléphone, il fallait être capable de comparer les offres d'épargne d'un tel ou d'un tel. Et donc, en ça, je pense que ça a quand même permis une évolution des usages. Vous parliez du fait de mettre le client au centre. Alors, le client, en l'occurrence, l'asset manager pour son reporting, mais Prips, c'est la même chose avec le client final. C'est de le rendre beaucoup plus acteur et en capacité d'être acteur finalement. Et on est acteur que quand on a accès aux données, surtout dans un pays comme la France où l'éducation financière est quand même pas la plus avancée. Voilà, à part faire, exactement. Donc en ça, voilà, on a quand même des usages qui ont évolué. Après, comme le disait Julien, je partage complètement. Je pense que ce chantier Prips, et encore une fois, il date pas d'hier, il a été complètement sous-estimé opérationnellement. Et d'ailleurs, on le voit bien, parce qu'il y avait de telles quelque part zone d'ombre qu'on a dû modifier, et on continue. Donc on voit bien que le sujet n'avait pas quand même été complètement cerné dans son ensemble, ce qui est souvent le cas d'une réglementation, on apprend aussi en marchant. Mais c'est vrai que celle-ci particulièrement, elle a quand même généré une forme d'usine à gaz chez beaucoup d'acteurs qui se sont souvent tournés effectivement vers de la délégation. À des éditeurs ou à des prestataires qui en ont fait des lignes produits, je dirais, majoritaires dans leur gamme de prestations parce qu'il y a évidemment il y a un vrai marché puisque tout le monde est concerné et que ça c'est croissant en termes de volume et que par ailleurs c'est récurrent donc c'est vrai que ça fait quand même trois beaux arguments pour des acteurs technologiques pour se lancer là-dessus. Mais voilà, au-delà de l'opportunité de marché, il y a un vrai besoin de marché, encore une fois, puisque la chaîne est tout sauf industrialisée encore aujourd'hui, et on est 10 ans après, finalement, de tout départ. Exactement. Beaucoup d'itérations, merci beaucoup. C'est le moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat et on va y répondre. Pour l'instant, nous en avons une qui demande si la classification SFDR du produit d'assurance ou option d'investissement doit être indiquée dans le document Prips. Alors, dans le full Prips, comme on est censé rapatrier un certain nombre de données ESG, il est quand même effectivement assez clair qu'on devrait rapatrier cette classification-là. Alors après, ça, c'est nonobstant la modification des classifications SFDR qui risque quand même d'arriver incessamment sous peu. Donc ça risque de créer là encore un petit délai d'implémentation pour que cette fameuse classification ne soit pas jugée trompeuse comme le calcul des scénarios de performance l'avait été jugé précédemment, puisque on sait bien que le régulateur aujourd'hui n'est pas en accord avec la manière dont sont restituées les classifications SFDR à date en tout cas. Très clair, merci beaucoup. Les questions arrivent. Est-ce que l'évolution de la méthode de calcul va finalement augmenter l'impact sur la LYI des produits d'investissement? Je ne sais pas si Julien, tu veux prendre la question. Alors, c'est vrai que tout ça, il y a alors, tu vas partager la question exactement? Donc, il y a effectivement aujourd'hui, je discutais avec notre experte réglementaire des projections qui font que le passage à la méthode complète, effectivement, les acteurs pensent que ça va doper le prix des coûts. Alors après, on ne sait pas vraiment aujourd'hui le quantifier, donc c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement suivre de façon assez précise. D'autant plus que cette méthode, elle n'est pas applicable pour stricto sensus pour tous les produits, notamment les OTC. Donc il reste quand même encore pas mal d'incertitudes et de sujets à traiter. Ok, très clair, merci. J'en ai une autre justement pour toi sur justement la production au niveau Neoxam. Est-ce que Neoxam s'est produit des digues génériques pour les contrats d'assurance vie sur les digues des supports en euros et des grilles de gestion profilées? Alors, c'est un nouveau service qu'on lance l'année prochaine, en fait, pour être honnête. On s'est d'abord attelé à traiter les demandes de nos clients gestionnaires de fonds d'actifs classiques. Et on commence effectivement à avoir des demandes de plus en plus importantes côté institutionnel. Et donc, on est en train de travailler à
justement ouvrir le service sur les 10 et 10 assureurs. Et tu as un horizon pour justement la production de l'année prochaine? Ce sera certainement quelque chose qui sera disponible vers le milieu d'année. Très bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Michel, je vous remercie. Parfait. Si pas d'autres questions, on va pouvoir arriver peut-être sur le mot de la fin de ce webinaire. Finalement, vous, de votre vision d'expert, est-ce que vous auriez, quel est votre mot de la fin, votre dernier conseil finalement à donner aux entreprises qui aujourd'hui doivent évidemment se conformer à la réglementation TRIPS? Si tu peux commencer. Comme on l'a vu, comme le feuilleton réglementaire est pas tout à fait terminé, la première des choses, c'est de faire une veille réglementaire effectivement très accrue, notamment sur le volet effectivement de convergence entre la réglementation PRIIPs et ce que l'on doit porter en termes de transparence sur les données ESG. Là encore, dans le cadre de la refonte SFDR, il risque d'y avoir une forme de carambolage des deux aspects avant d'atterrir sur le format cible. Donc ça, il y a un vrai sujet de veille réglementaire là-dessus. Par ailleurs, au regard de la modification, comme on l'a dit, notamment de la transparisation des frais et du calcul de l'ajout des frais de transaction, qui assez mécaniquement quand même va conduire à une forme de hausse des dites moyennes dans un contexte value for money. Là encore, il est quand même intéressant d'essayer de se positionner habilement sur le marché pour pas se retrouver au-dessus des moyennes simplement parce qu'on aurait réintégré ces 10 frais de transaction. Alors, ce qui tombe bien, c'est que tout le monde va les intégrer. Donc, alors évidemment, il y a certains fonds qui vont être plus ou moins impactés, ceux qui font beaucoup de stratégies transactionnelles type les long short, par construction, ils vont être plus impactés par l'introduction des frais de transaction dans les calculs. D'autres où il y a des positions plus hold, ça sera moins le cas, mais comme le tout reste une moyenne dans un peer group, il est important là aussi de scénariser les choses sur les premiers exercices value for money pour s'assurer qu'on dérape pas trop par rapport à la limite autorisée. Voilà, c'est vraiment les deux axes principaux que je verrai en tout cas aujourd'hui à date, d'attention pour les acteurs pour éviter de se retrouver ex post à devoir rectifier les choses. Ok, merci. Julien? Oui, moi je dirais deux choses. Premièrement, c'est que ce genre de sujet, ça caractérise aussi le fait qu'il faut se faire bien accompagner, voilà, à tous les niveaux, donc aussi bien côté conseil, et je pense que vous êtes un très bon représentant, qu'au niveau des solutions. Et notamment, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des services de veille qui vont être en capacité de d'éplucher, d'anticiper et aussi de pouvoir avoir le niveau d'information requis pour pouvoir échanger avec les associations et régulateurs. Et deuxième point, c'est que il n'est jamais trop tard en fait pour repenser ces solutions parce qu'on sait qu'il y a toujours d'autres sujets qui vont venir. Je pense que c'est important à un moment donné d'investir pour des solutions pérennes qui doivent faciliter le quotidien des gens qui ont à respecter ces obligations réglementaires. Très clair, merci pour ces précieux conseils. Merci à tous pour votre attention, pour avoir suivi ce webinaire et pour vos questions. On arrive du coup effectivement à la clôture du sujet. On va très bientôt pour d'autres événements sur d'autres sujets réglementaires qui nous animent. Bonne journée à tous. Très bonne journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup.